Nous recevons aujourd'hui Xavier Mosquier, ingénieur des mines de Nancy, expert de l'industrie automobile, je pense qu'on peut le dire, reconnu internationalement. Vous avez travaillé au BCG, vous avez travaillé au début de votre carrière chez Elf, ensuite vous avez conseillé Obama, sauver des grands groupes, notamment Christel. Vous avez ensuite conseillé plus récemment la France et Macron sur son plan d'industrie automobile. Euh, on est heureux avec Mathieu aujourd'hui de vous recevoir dans le cadre de Minax pour parler de votre carrière, du fil directeur de votre vie, pour écouter un peu des conseils que vous auriez à donner à la jeunesse, aux jeunes ingénieurs et parler d'automobile. Bonjour Xavier. Bonjour. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour vous décrire? Alors, avant de me décrire, moi d'abord, je suis plutôt content d'être avec quelques mineurs de Nancy. C'est toujours un grand plaisir. Donc, merci de me recevoir. Et puis, quelque part, pour moi, c'est un peu un bain de jouvence quand même, de me retrouver auprès d'étudiants qui sont en train d'être à l'école en ce moment. Voilà. C'est aussi un plaisir pour nous, vous l'imaginez. Ah bah oui, oui. Mathieu. Et donc, ça va être notre première question. Effectivement, donc vous avez rejoint l'école des mines de Nancy dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'ingénierie finalement? Alors, pour moi, le choix était assez simple. J'ai trouvé que quand on a fait, je sais pas, tous 10 ou 15 ans de mathématiques et de physique à l'école, il y a un moment, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, une école d'ingénieur, pour moi, a toujours été le choix le plus évident. Avec cette idée en tête, j'ai toujours souhaité garder les options ouvertes. J'ai toujours fait attention, je pense, dans tout ce que j'ai fait, de ne pas me retrouver dans un chemin dans lequel je ne pouvais plus ressortir. J'aurais quelques exemples d'ailleurs à vous donner, mais voilà. Et donc pour moi, les écoles d'ingénieurs, c'était à la fois quelque chose de généraliste et quelque chose d'ouvert sur toute option éventuelle à la suite. Donc j'ai toujours voulu faire une école d'ingénieur. Alors pourquoi Nancy? La fois les concours, les classements, et puis il se trouve qu'une partie de ma famille était effectivement de l'Est et de Nancy, et donc pour moi c'était un choix assez naturel, que je n'ai jamais regretté. Très bien. Ensuite, après les mines, vous êtes parti vous former plutôt dans les domaines de l'énergie. Vous avez été pionnier. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'énergie renouvelable. Vous vous êtes ensuite engagé chez Elf. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans un domaine qui recrutait peut-être moins à l'époque, qui était moins tendance, mais innovateur et un domaine d'avenir finalement? Alors, première chose, l'école d'ingénieur c'était bien, mais j'ai voulu aussi comprendre la recherche, hein. Et donc, avant même de rentrer chez Elf Aquitaine, je suis allé au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, où j'ai fait un DEA en même temps, pour faire à peu près 18 mois, 2 ans de recherche, simplement parce que ça me paraissait la suite logique aussi des études d'ingénieur. Je ne voulais pas rentrer en fait quelque part dans l'entreprise et dans le business trop tôt. Je voulais d'abord apprendre à faire des choses techniques probablement que je ne referai pas après. Et ça aussi, je ne l'ai jamais regretté parce que ça m'a complètement décomplexé face aux équipes de R&D, et quelles que soient les situations dans lesquelles je me suis trouvé, j'ai toujours pensé qu'il y avait moyen de comprendre et de descendre en profondeur. Et ça, je l'ai vraiment appris au CSTB. Alors, j'ai fait effectivement au CSTB d'ailleurs de la recherche dans le domaine de l'énergie solaire. Hein, c'était en fait des systèmes de stockage qu'il fallait modéliser. Donc j'ai fait ça, et ensuite c'est là que Elf Aquitaine, en fait, à la sortie de ces DEA, m'a demandé de rejoindre leur équipe énergie nouvelle. Alors pourquoi l'énergie nouvelle? D'abord parce que c'était effectivement quelque chose de nouveau, j'avais envie de choses plutôt créatives, et puis parce que je pensais qu'un jour ou l'autre, ça ferait partie des solutions. Et donc c'est intéressant parce que j'ai toujours pensé, lorsque je faisais de l'énergie solaire, que le nucléaire serait l'essentiel de nos besoins, mais qu'en même temps, un apport renouvelable serait nécessaire. C'est intéressant, cette partie recherche, la nécessité de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais ensuite, donc, vous rejoignez le BCG. Ça crée un petit peu une rupture. Finalement, on s'éloigne on a l'impression que vous vous éloignez
de votre chemin que vous avez commencé à prendre? Ben, après 4 ans chez Elf Aquitaine, je me suis retrouvé en fait responsable d'un département. Et donc je me suis rendu compte que la technique c'était important, mais qu'aussi il y avait des choix finalement économiques d'entreprise, des choix business à faire. Et donc à la fois j'ai voulu évoluer au sein d'Elf Aquitaine pour faire autre chose. Et donc j'ai rencontré par chance René Sautier, qui était à l'époque le président de Sanofi, qui était une filiale de Elf Aquitaine à l'époque. Et on m'a fait rencontrer René Sautier, qui m'a dit, si vous voulez, je vous prends auprès de moi comme assistant personnel. Et donc, on avait un plan à 12 mois pour aller rejoindre René Sautier. Et en même temps, j'avais déposé un dossier à l'INSEAD. Et lorsque j'ai été admis à l'INSEAD, je me suis retrouvé face à ce choix. Donc, j'ai demandé à tous les gens que je connaissais ce qu'il fallait faire. La plupart m'ont dit, surtout, tu ne vas pas à l'INSEAD, tu restes dans l'entreprise. Et je suis allé voir René Sautier en disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Président, qu'est-ce que vous me conseillez? Et lui m'a dit, c'est une bêtise de ne pas aller à l'INSEAD. Vous avez été accepté, il faut y aller. Et pareil, je suis allé à l'INSEAD contre la plupart des avis, sauf celui de René Sautier. Et c'est de là ensuite que j'ai rejoint les cabinets de conseil. Je ne savais pas ce que c'était qu'un cabinet de conseil quand je suis rentré à l'INSEAD. Mais quand j'en suis sorti, ça faisait partie des options possibles. Et après mûre réflexion, j'ai décidé d'en rejoindre un, le BCG. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez dans vos expériences par la suite au BCG que d'avoir eu un premier aspect très technique, très terrain, vous a permis de vous différencier de gens qui sont, dès la sortie de l'école, rentrés faire du conseil? Et dans quelle mesure ça vous a distingué le fait de plus comprendre cet aspect terrain? Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir connu l'entreprise de l'intérieur, hein. C'est sûr que bon, les gens qui rentrent dans le conseil très tôt finissent par l'apprendre, hein. Mais je pense qu'avoir vécu les contraintes, les nécessités, la vie dans l'entreprise, ça a énormément d'avantages, hein. Donc passer quelques années de toute façon, pour tous ceux qui envisagent un jour ou l'autre de faire une école de commerce ou un MBA, en plus d'une formation d'ingénieur, je pense que de toute façon, il faut avoir travaillé avant. Je pense que ça complète l'expérience personnelle et la formation. Ensuite, est-ce que faire un MBA est nécessaire ou pas? Là, je pense que c'est à chacun de l'envisager. Beaucoup de gens maintenant qui rentrent un jour ou l'autre dans un cabinet de conseil considèrent qu'ils apprennent suffisamment dans un cabinet de conseil pour ne pas avoir à faire un MBA. Bon, pour moi, c'était un peu une aventure nécessaire et je l'ai faite. Et encore une fois aussi, j'ai beaucoup apprécié le temps passé et ce que ça m'a appris. Et donc ensuite, vous avez gravi les échelons, et vous avez fondé le bureau de Détroit. Euh, Comment ça s'est passé exactement? Bon, je ne l'ai pas fait la première année, hein. J'ai commencé au BCG à Londres. Ensuite, je suis venu à Paris où j'ai gravi quand même les échelons. Je les ai surtout gravis à Paris. Et ensuite, quand je me suis retrouvé donc associé, euh, on se posait la question. Moi, j'ai commencé à travailler d'abord dans les sociétés de technologie, hein, donc les semi-conducteurs, les télécoms, le logiciel. Et puis à un moment, au BCG à Paris, on m'a demandé si je voulais m'intéresser à l'industrie. Et c'est là que j'ai rencontré les sociétés automobiles et que j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur. Bon, le BCG, depuis longtemps, se posait la question d'avoir un bureau à Détroit qui n'existait pas. On a cherché à l'extérieur à recruter des gens qui pouvaient le faire. Au bout de 2 ans, on ne les avait pas toujours trouvés. Et donc, j'ai fait le choix avec les équipes du BCG de partir pour monter ce bureau. Voilà. Alors, c'est vrai que ça a étonné pas mal de gens en disant finalement tout va bien à Paris, pourquoi partir? Détroit n'avait pas forcément une très bonne réputation, à tort, je pense, hein. Donc c'est vrai que ça pouvait représenter un certain risque, mais je pense que j'avais assez d'ancienneté et de connaissance du métier dans le BCG pour que le risque soit quand même mesuré. Voilà, et donc on est parti à Détroit avec la famille. On s'est installé là-bas en 2005, dans une ville que personne ne voulait nous montrer. Il a fallu qu'on prenne notre voiture et qu'on y aille tout seul, parce qu'à l'époque, la réputation de Détroit était quand même suffisamment mauvaise pour que les gens évitent d'y aller. Bon, moi, il m'est jamais rien arrivé à Détroit et j'ai toujours adoré cette ville. Vous l'avez dit, en 2005, Détroit n'est pas vraiment une ville qui fait rêver. On pense plus désindustrialisation, chômage, pourquoi pas insécurité, mais c'est pas le sujet. Et puis déclin démographique. Quand vous arrivez à Détroit, vous revenez de Londres, Paris, des bureaux qui sont très développés, où depuis très longtemps le BCG est présent, a des activités avec des grandes entreprises.
Est-ce que vous arrivez et vous montez tout sur place? Vous aviez déjà des clients, déjà des partenaires? Comment ça se passe vraiment l'implantation et la création de ce bureau? Est-ce qu'elle se fait à distance, puis on pose les affaires une fois qu'on sait qu'on va faire du chiffre, qu'on a des clients, ou est-ce qu'on construit tout sur place? On n'avait rien. Ok. Non, vraiment. Quand on est parti là-bas, on n'avait rien. La seule chose qu'on avait, c'est qu'on avait 4 personnes d'un cabinet concurrent qui avaient frappé à la porte du BCG en disant, écoutez, nous, on a envie de partir d'où on est. Si vous vouliez ouvrir quelque chose, on aurait bien aimé vous joindre. Voilà. Et donc, la première chose que j'ai faite, avant même d'ouvrir le bureau, c'est d'aller rencontrer ces 4 personnes pour voir si, oui ou non, c'était le genre de personnes qu'on avait envie de recruter. Et une fois que la décision a été oui, on a dit, bon, on ouvre. Mais on n'avait pas de clients, tout était à construire. Et donc, il a fallu, ensemble, avec ces 4 personnes, à la fois développer un plan de recrutement, parce que si on n'a pas d'équipe, de toute façon, ce n'est pas la peine de vendre des projets, réfléchir à quel client, avec quel client on voulait travailler, et petit à petit, aller les rencontrer et puis leur expliquer ce qu'on pouvait faire pour eux. D'accord. Et lorsqu'on est dans une grande maison comme le BCG, est-ce que on a beaucoup de ressources? Est-ce que ça s'est beaucoup fait d'ouvrir des cabinets? Ou est-ce qu'il y a quand même une grosse partie intrapreneuriale d'aller toquer à la porte, d'appeler des personnes qu'on ne connaît pas forcément et vraiment y aller avec peu de moyens finalement? Non, c'est les deux. On a l'avantage d'avoir quand même beaucoup de gens derrière soi qui ont un savoir-faire. Et donc, lorsqu'on a un sujet qui vous préoccupe, on peut appeler n'importe qui. Le BCG est une entreprise très collégiale, donc on peut appeler n'importe qui dans le monde. Et si la personne sait quelque chose d'utile, elle va vous aider. Donc, on a quand même ces ressources-là. En même temps, on a besoin de dire quelque chose que si on a des gens qui veulent vous écouter. Et c'est pas si simple que ça. Je vous raconterai quelques histoires de présidents d'entreprise à Détroit, à qui je suis allé, je pense, dire des bonnes choses, et qui m'ont à peine écouté. Mais quelques années après, j'avais totalement raison. Et comment vous avez réagi? Vous avez essayé de recreuser, de continuer? Enfin, si vous avez peut-être un cas concret pour illustrer, pour que tout le Oui, monde se fasse je cette vais idée. donner le cas, puisqu'il y a quand même un peu d'eau sous les ponts, mais je suis allé voir le président de General Motors à l'époque, en lui expliquant ce que je pensais de sa situation et de ce qu'il fallait faire. Euh, et il m'a regardé, il m'a dit, je sais exactement ce que j'ai à faire, ça n'a rien à voir avec ce que vous me dites, je vous remercie et je vais continuer ce que j'ai fait. Voilà, 3 ans après, il était en faillite. Et finalement, ces cas-là, est-ce que c'est récurrent ou c'était un cas isolé finalement à la suite de votre carrière, C'est après votre renommée, etc. c'est pas récurrent, heureusement, mais il arrive fréquemment de tenter de dire les bonnes choses aux bonnes personnes et de ne pas arriver à être écouté. Ce que je ne sais pas, dans certains cas, peut-être que les messages ne sont pas les bons, euh, peut-être que dans d'autres cas, on ne les explique pas comme il faut, et puis il y a quand même beaucoup de gens qui ne souhaitent pas entendre. Bon, et ça, je vous le dis à vous en tant que voilà, un jeune ingénieur, la capacité d'écoute, c'est important. Et je pense que tout dirigeant qui cesse d'écouter prend un risque énorme. Quand vous rejoignez les États-Unis, c'est sûr que c'est une nouvelle culture, etc. Comment vous avez réussi à vous adapter, puisque finalement, peut-être que les normes sont pas les mêmes, donc peut-être que justement le message doit peut-être changer de forme pour pouvoir être mieux perçu. Donc comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai toujours dit, bon, déjà lorsque j'étais à Paris, j'étais aux États-Unis presque tous les mois. Donc, j'ai toujours beaucoup voyagé, que ce soit à Paris ou que ce soit en Asie, à partir de Paris. D'ailleurs, vous verrez avec votre expérience que l'Europe est bien le centre du monde. C'est facile depuis l'Europe d'aller partout dans le monde. Quand on se retrouve aux États-Unis, on est très très loin de beaucoup d'endroits. Donc, c'est un avantage énorme, cette position géographique. Et depuis Paris, j'ai toujours dit que je pensais pouvoir faire mon métier de la même façon partout dans le monde. Et je dois dire que j'ai toujours eu, que je sois en Chine, au Japon, en Corée ou aux États-Unis, j'ai toujours eu la même approche du métier. En travaillant sur le fond, avec une compréhension détaillée de ce qui se passait, avec une très grande honnêteté vis-à-vis des clients avec qui je travaillais, et j'ai appliqué la même méthode partout. Là où je vois des différences, c'est moins finalement dans l'approche du métier et des clients que dans l'approche des équipes avec qui on travaille. Je suis sûr qu'on ne parle pas de la même façon à un Français, à un Allemand, à un Coréen ou à un Américain. Et c'est plus de ce côté-là
qu'il faut essayer de s'adapter et de développer les bonnes méthodes pour motiver et gérer les équipes. Mais ou sinon, sur le métier, je pense que le métier de la stratégie d'entreprise est un métier qui s'applique dans le monde entier. Et ça, c'est pratique quand même. Donc j'ai appliqué, moi, dans l'automobile américaine, exactement les mêmes règles que j'appliquais en Europe. Mais, vous nous avez tendu une perche sur General Motors, qui n'a pas écouté vos conseils et qui s'est vu couler pendant les subprimes, ou pas loin de ça. Vous êtes intervenu à partir de 2008-2009, justement sur le cas de Chrysler, de General Motors, auprès des États-Unis, auprès notamment d'Obama, en étant conseiller sur tout ce qui était la work task. Je pense qu'à l'époque, personne ne voulait se prononcer et se rapprocher du gouvernement pour intervenir sur ces sujets-là. À quel moment vous avez dit que vous alliez essayer d'aider le gouvernement et quitter la sphère privée pour la sphère publique? Et est-ce que ça a été facile à faire? Alors, il y a eu 2 temps, c'est une bonne question. Il y a eu 2 temps. D'abord, rappelez-vous, j'ai ouvert le bureau fin 2005. En 2008, faillite de Lehman Brothers, situation extrêmement délicate sur la fin de l'année des constructeurs américains. Moi, je regarde cette situation, je me dis, j'ai recruté du monde, j'ai ouvert un bureau, tout ça est en train de disparaître. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelque part, je me voyais déjà, dans 6 mois, fermer tout ce que j'avais déjà construit avec les équipes. Et donc, je suis allé voir les 3 constructeurs américains, Ford, General Motors et Chrysler, en disant, vous avez une situation très difficile, vous allez devoir aller voir le gouvernement pour demander une aide, il faut préparer vos dossiers. Moi, j'ai rien de mieux à faire que de travailler gratuitement pour vous. Donc, dites-moi ce que je peux faire pour vous et pour vous aider. Les 3 m'ont répondu, je vous remercie, on n'a pas besoin de vous, on sait très bien ce qu'on a à faire. Bon, comme quoi, les capacités d'écoute, c'est pas toujours évident. Ce sont les mêmes qui, 3 semaines ou 4 semaines après que je leur ai fait cette proposition, sont tous allés à Washington au Congrès demander de l'argent, et ils ont été renvoyés dans leur pénate sans rien du tout. Vous vous rappelez pourquoi on les a renvoyés? Ils sont allés de Détroit à Washington, tous les 3, devant le Congrès pour demander de l'argent aux citoyens américains, en avion privé, chacun avec leur avion. Ça s'est mal passé. Ce qui prouve bien qu'ils n'avaient pas complètement compris ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Et ensuite, quand j'ai vu que les constructeurs eux-mêmes ne me demandaient pas d'aide, j'ai décidé que finalement la solution serait du côté du gouvernement. Et j'ai commencé à parler à un certain nombre de membres de l'administration pour voir de quelle manière on pouvait éventuellement les aider à comprendre la situation et à trouver des solutions. Et donc, comment ça s'est passé? Quelles ont été vos mesures phares pour justement remédier à tous ces problèmes? Les mesures phares. D'abord, alors, il s'est passé une bonne chose, c'est que le seul qui finalement n'a pas demandé de l'argent, Ford, était mon seul client. Donc le seul avec qui j'avais travaillé, c'est celui qui n'avait pas besoin d'argent. Donc ça nous a plutôt aidé vis-à-vis de l'administration, puisque ceux qui avaient besoin d'argent, General Motors et Chrysler, qui étaient au bord de la faillite, n'étaient pas nos clients. Donc en termes de référence, on partait avec une petite avance. Bon. Ensuite, on a eu quelques semaines au mois de mars pour le gouvernement américain pour analyser la situation de General Motors et la situation de Chrysler. On a eu en fait, 3 à 4 semaines, au bout desquelles le président Obama devait, à la télévision, annoncer ses premières recommandations. Donc on a travaillé pendant 3-4 semaines pour regarder la situation. On est revenu en disant General Motors a beaucoup de choses à faire, mais il est possible de sauver l'entreprise. Il y a quand même suffisamment d'actifs, de savoir-faire, de gamme de produits pour qu'on le redresse. Et puis par contre, on a eu un constat plus négatif sur Chrysler en disant ils ont perdu tellement de savoir-faire, la gamme de produits est tellement ancienne que finalement il va falloir lui trouver un partenaire. C'est-à-dire que tout seul, Chrysler ne pourra pas se redresser. Voilà. Donc côté Chrysler, recommandation principale, c'est il faut trouver un partenaire. Tout seul, on ne peut plus y arriver. Et pour General Motors, ce qu'on a fait, c'est plusieurs choses. Beaucoup de fermetures d'usines, fermetures de marques, puisqu'en fait, ils avaient multiplié les marques, mais la plupart étaient trop petites pour être rentables.
On a modifié un certain nombre de paramètres dans leur choix de budget et de dépenses. Le gouvernement américain aussi a refusé de dépenser sur l'Europe. Donc, quelque part, il y avait une partie qui à un moment ou à un autre, a été vendue à Peugeot, puisque le gouvernement ne voulait pas, en fait, dépenser de ce côté-là. Et donc, on a fait un certain nombre de mesures, y compris une restructuration financière, dans laquelle la plupart des banques ont perdu 90% de la valeur qu'ils avaient dans l'entreprise. Donc il y a eu à la fois un projet industriel et puis un projet financier. Alors, on a fait passer à la fois General Motors et Chrysler à travers un processus de faillite dans lesquels les seuls qui finalement ont gardé leurs actifs étaient les fonds de pension des employés. Très bien. Sans parler de l'IPO qui a dû prendre plus de temps, mais tout ça, ça se déroule sur 3-4 semaines où vous devez préconiser Alors non, des premiers conseils? non, Ou on a eu 2 phases très actives. Une première phase de 3-4 semaines pour faire le diagnostic de la situation. D'accord. Voilà. Et là, le président est allé effectivement à la télévision devant les citoyens américains pour expliquer la situation et ce qu'il pensait de General Motors, dont il pensait qu'on pouvait le sauver, et de Chrysler, dont il disait tout seul, ça ne sera pas possible, on va rechercher un partenaire. Ensuite, on a eu à peu près 2 mois pour trouver les solutions. Donc avec General Motors pour affiner le plan, avec Chrysler à la fois pour affiner le plan, mais aussi pour trouver un repreneur. Donc on en a rencontré quelques-uns. Et celui finalement qui s'est révélé le bon candidat, c'était Fiat à l'époque, avec les équipes de Sergio Marchionne. Lorsqu'on a eu ces solutions, à ce moment-là, on a mis officiellement les 2 entreprises en faillite, de manière à pouvoir restructurer la dette financière. Et pendant ce temps-là, on a fait quelque chose que beaucoup de gens ont oublié, mais on a mis en place un programme d'incitation financière à l'achat des véhicules pendant 2 mois à peu près aux États-Unis, de manière à ce que le marché ne s'effondre pas. Parce que le pire, ça aurait été que General Motors et Chrysler perdent complètement leur volume de vente pendant la faillite. Et donc on a mis ce programme d'incitation financière de manière à soutenir le marché pendant la période dans laquelle les entreprises étaient en faillite. Ça a duré 40 jours à peu près. Et après, elles sont ressorties de la faillite, mais cette fois-ci avec des nouveaux propriétaires. Pour General Motors, c'est le gouvernement américain qui était propriétaire, et pour Chrysler, c'était Fiat qui était propriétaire. Quels enseignements tirez-vous de cette façon de gérer une crise industrielle d'aussi grande ampleur? Je pense que ça me fait dire plusieurs choses. La première, c'est que la politique industrielle et économique d'un gouvernement a un impact énorme. Honnêtement, je pense que si le gouvernement américain n'était pas intervenu pour sauver General Motors et Chrysler, je pense que plusieurs millions d'emplois auraient été perdus. Et je pense que ce qui a fait la différence entre la récession et une vraie dépression. Je pense que le gros risque, ça avait été de se retrouver comme en 1929, avec une crise tellement grave qu'on ne savait plus la gérer. Et je pense que le gouvernement américain à l'époque et les équipes du président Obama ont compris ça et ont su faire quelque chose qui n'était pas envisageable aux États-Unis, qui est de sauver une entreprise privée. Donc ça, moi je dis clairement, il n'y a pas de bonne politique industrielle sans un gouvernement qui est aux manettes. Et ça, je le dis à la France, je le dis à l'Europe, on a besoin d'une politique industrielle. Nous n'aurions pas aujourd'hui ce qu'on a de nucléaire ou un Airbus si on n'avait pas eu une politique. Donc ça, je pense que c'est un premier enseignement. Le deuxième, et là je parle plus aux ingénieurs et aux jeunes étudiants que vous êtes, c'est que lorsque j'ai approché le gouvernement américain, d'abord, je vous ai dit que quand j'avais approché les 3 constructeurs, mon objectif n'était absolument pas commercial. Et j'ai fait la même chose avec le gouvernement américain. C'est-à-dire que moi, je suis allé les voir en disant « Comment je peux vous aider ?» Et je leur ai proposé de travailler gratuitement. Et ils ont refusé parce qu'aux États-Unis, on ne travaille pas pour la Maison-Blanche gratuitement. C'est un conflit d'intérêts. Mais honnêtement, je n'étais pas du tout là avec l'idée de faire un coup commercial. J'étais là juste pour aider. Et je pense que les choses les plus importantes qu'on fait dans la vie sont souvent juste pour faire les bonnes choses, sans intérêt personnel. Et ça fait partie de vos valeurs? Est-ce que c'est votre famille qui vous a inculqué ça ou bien... C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense que oui, certainement dans une famille qui pensait qu'il fallait faire les bonnes choses et que c'était une façon de faire. Mais je pense que c'est aussi une motivation personnelle. Je fais les choses plutôt par passion. Je n'ai pas fait de l'énergie solaire par intérêt personnel. Je l'ai fait parce que c'était passionnant. Et je pense que j'ai fait du conseil parce que c'était passionnant. Et je suis parti à Détroit parce que c'était un pari entrepreneurial intéressant. Et tout le monde était très surpris. Et finalement, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie.
Donc n'hésitez pas, hein, à prendre quelques risques et à faire des choses qui ne paraissent pas naturellement, voilà, dans le chemin établi. C'est en général là que, à mon avis, vous aurez le plus de plaisir et aussi probablement le plus de réussite. Vous êtes passionné, ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Vous avez parlé de l'énergie, vous avez parlé de conseiller les États. Est-ce que vous voyez un parallèle entre l'intervention qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 2008-2009 et la situation actuelle de la gestion de l'énergie en France, la cession d'EDF et tous ces sujets d'actualité? Enfin, quelle est votre position là-dessus? Parce que c'est des sujets qui, je pense, ont dû vous intéresser à un moment, vu ce qui vous a passionné. J'aurais aimé avoir votre Mais position. j'ai une conviction, enfin, tout le monde ne peut ne pas être d'accord, j'ai une conviction qu'il n'y a pas de pays agréable à vivre sans une politique économique solide. Et donc j'ai tendance à mettre l'économie avant toute autre chose dans un pays ou dans une région, qu'on parle de la France ou de l'Europe. Hein, je pense qu'il faut une économie forte. Et pour avoir une économie forte, eh ben, il faut des secteurs industriels dans lesquels on est puissant, on est leader mondial, et dans lesquels on crée à la fois des emplois, de la richesse et du savoir-faire. Bon, et c'est clair que dans l'énergie, je trouve que la France avait quand même une avance extraordinaire. Et je suis toujours frustré quand je vois des aventures industrielles que quelque part on laisse péricliter. Et donc c'est vrai que malheureusement, on a, sur le plan de l'énergie nucléaire notamment, été pionnier. On a eu un savoir-faire extraordinaire et j'aimerais que quelque part on rebâtisse ce savoir-faire. C'est dommage de l'avoir perdu, mais j'aimerais qu'on le recrée. Je vais vous citer un autre exemple. J'ai participé à l'époque avec Louis Schweitzer à l'alliance entre Renault et Nissan. J'étais à Tokyo le week-end où cette alliance s'est signée. Et donc c'était quand même une aventure extraordinaire. C'est devenu, en quelques années, le deuxième ou le troisième constructeur mondial. Et le fait qu'aujourd'hui, ce partenariat se soit disloqué et que, à la fois, Renault va pas mal, mais il est petit dans son échelon européen, et que Nissan est presque à la faillite, pour moi, c'est un gâchis industriel terrible. Et je le vis mal. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Hein. J'aime bien que quand on construit quelque chose, on puisse l'amener jusqu'au bout. Et est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là que vous avez décidé en 2018 de conseiller le gouvernement d'Emmanuel Macron par rapport au sujet de l'automobile? Alors d'abord, je vais faire les choses très simplement et humblement. Bon, j'avais eu l'occasion justement, enfin, à travers la crise américaine, hein, de parler au gouvernement français qui, à un moment ou à un autre, s'est trouvé face à des situations comparables et qui se posait la question de savoir à quel niveau d'intervention il fallait avoir. Bon, donc j'avais rencontré un certain nombre des membres de notre gouvernement, et donc lorsqu'on reçoit un dimanche matin en octobre 2018 un coup de fil de l'Élysée en disant on aimerait que vous participiez à une mission pour le président de la République, je pense qu'il ne faut pas réfléchir longtemps. Hein, il ne faut pas se poser trop de questions. À un moment, la réponse, c'est oui. Enfin, si les conditions de faire un travail utile sont réunies, bah, la réponse est oui. Donc voilà, donc, il n'y a pas de grande réflexion ou de motivation à se poser. Je pense que quand on a envie de servir, et je pense que... Alors ça, enfin, moi, j'ai eu la chance d'être à l'école Sainte-Geneviève et ensuite à l'école des Mines. Je pense que c'est deux endroits dans lesquels, effectivement, on vous apprend à servir. Bon. Donc la réponse est forcément oui. Et j'ai juste posé une ou deux questions. La première, c'est est-ce que je peux travailler gratuitement? Parce que je pense que, justement, enfin, pour éviter quelque part qu'on vienne vous dire ensuite que vous l'avez fait de manière commerciale, je pense que je préfère garder mon objectivité et donc ne pas avoir l'intérêt dans l'affaire. Et là, la réponse a été oui. Je pense que ça a été même plutôt bien accueilli. Et ensuite, la question que j'ai posée, c'est est-ce que quelque part, vous allez mettre en œuvre, si on vient avec des bonnes recommandations, est-ce que quelque part, vous nous assurez que vous les mettrez en œuvre? Et la réponse aussi a été oui. Et je veux dire que le gouvernement, à cette époque-là, a fait effectivement ce qu'il fallait pour prendre toutes les bonnes recommandations et les mettre en œuvre. Donc c'est un travail qui a duré 5 à 6 mois. Mais je dois dire que j'ai travaillé avec Matignon, avec le ministère de l'économie
et avec l'Élysée, avec des gens extrêmement compétents. Et vous parlez régulièrement de service. Quelle est selon vous la définition du travail bien fait? Ça, c'est une question pas simple. Pas simple parce que je pense qu'il y a un peu deux façons de mesurer le travail bien fait. Il y a simplement soi-même savoir si on est satisfait de ce qu'on a fait, mais la question ensuite, c'est de savoir si la barre est au bon niveau. Parce qu'on peut se satisfaire de peu de choses. Bon. Et donc, quelque part, je pense que la notion de travail bien fait est quelque chose qui s'acquiert dans le temps, avec l'expérience. C'est-à-dire que c'est clair que moi, personnellement, aujourd'hui, lorsque je travaille avec des équipes au BCG, je sais où est la barre. Et je leur montre. Et donc, petit à petit, les gens apprennent où c'est, et puis arrivent à cet endroit-là. Bon, pour chacun de nous, je pense qu'il faut qu'on fasse de nombreuses choses pour savoir finalement où va être le bon niveau, pour savoir non pas si le travail est bien fait, mais si le travail est suffisamment bien fait. Parce que bien, c'est une notion très relative. Et donc, je pense que là, c'est à chacun de se regarder dans la glace et de savoir si finalement on est content de ce qu'on a fait et est-ce que l'impact qu'on a eu est suffisant au regard à la fois des personnes avec qui on travaille et de soi-même. Je ne sais pas si ça vous aide comme réponse, c'est pas, mais je ne vous donne pas une réponse absolue. Très bien, si. Ah, ça revient sur cette question d'impact, d'utilité que vous mettez beaucoup en avant. Euh, bah, à titre personnel, et puis on sera plusieurs à être intéressés par ce que vous avez pu faire, notamment comme recommandation au niveau de l'Élysée. Vous parliez d'utilité, de cette volonté d'être sûr que ça serait appliqué, que ça serait écouté. Est-ce que vous avez des recommandations phares dont vous êtes fiers et que vous voyez aujourd'hui appliquées, qui ont une continuité dans le temps, euh, à, à horizon actuel, mais horizon 2030, 2035, pour parler d'industrie par exemple? Est-ce que vous voyez des projets qui vont perdurer dans ce que vous avez pu avancer, qui ont ce côté utilité? Oui, alors, ben, bah, juste pour se focaliser sur ce travail qui a été fait donc avec l'Élysée à l'époque, je prendrai deux choses qui pour moi ont été importantes et le sont toujours. C'est que, un, la France avait une ambition de véhicules électriques, mais c'est tout. Et ce qu'on a réussi à faire, à la fois avec les constructeurs français, le gouvernement et à l'époque donc la plateforme automobile française, c'est qu'on a mis en place, on a défini ensemble une trajectoire de ce que devaient être les volumes, précisément, les volumes de véhicules électriques qu'on voulait voir sur le marché chaque année. Ça n'existait pas. Et donc on a inventé ce concept de contrat commun dans lequel, à la fois en ayant une vraie réalité industrielle, c'est-à-dire en comprenant ce qu'on pouvait faire, mais aussi de l'autre côté, le gouvernement, en ayant une ambition, mais en demandant au gouvernement aussi de mettre un certain nombre de moyens financiers, notamment d'incitation fiscale, pour que ça puisse se passer. Et on a signé un contrat dans lequel on a dit, pendant 3 ans, voilà les volumes qu'on veut avoir chaque année. Et ça s'est passé, exactement comme ça. Deuxième chose dont je suis très fier, mais on est loin d'être au bout de l'histoire, c'est qu'on a lancé, à l'époque, et avec Emmanuel Macron, dès le premier dîner, Emmanuel Macron avait demandé quelles sont les choses auxquelles vous croyez et que vous pensez qu'on va devoir faire. Et moi, dans ma réponse, j'ai dit, je pense qu'on va avoir besoin d'un plan batterie. On est en train de faire du véhicule électrique, mais nous n'avons pas d'industrie de la batterie en Europe. Et donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel je trouve qu'on a tous été un peu fautifs, et en particulier l'Europe, qui est de définir une trajectoire électrique sans avoir d'industrie. Bon, et là, je dois dire qu'Emmanuel Macron, dès le début, a dit « je suis persuadé aussi qu'on va devoir le faire ». Et effectivement, on a lancé avec l'Europe un plan batterie, on a lancé des sociétés comme ACC notamment, qui ont été lancées lors de cette mission. Et moi, je suis très fier qu'on l'ait fait. Par contre, on n'a pas fini le travail. Et alors, concernant ce sujet, est-ce que vous pensez que l'Europe peut résister face aux dégâts du tsunami chinois? Alors, on a trois, comment dire, trois soucis. Le premier, c'est que pendant des années, le marché chinois était en telle croissance qu'en tant que constructeur chinois, moi, on me posait la question, est-ce que les Chinois vont venir? J'ai dit, tant qu'on est à entre 6 et 10% de croissance au marché chinois, ils n'ont rien d'autre à faire que de croître en Chine. Bon. C'est plus vrai. Le marché chinois, maintenant, croît à 1 ou 2% par an. Donc,
par définition, les constructeurs chinois ont du temps. Deuxième chose, on a beaucoup dit que leur qualité n'était pas au niveau. Mais à partir du moment où les constructeurs chinois se sont dit, mais finalement, on va vouloir aller vendre à l'extérieur, ils ont fait une chose très intelligente, ils sont allés voir les fournisseurs, les équipementiers occidentaux, en leur disant, puisque vous savez faire des intérieurs, des sièges, etc., d'excellente qualité, venez chez moi. Et les équipementiers occidentaux ont plutôt bien réussi en Chine. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de clients en Chine. Les Chery, les BYD sont des clients des équipementiers internationaux. Et donc, ils ont maintenant des produits. Moi, j'étais à Shanghai il y a quelques semaines pour le salon de l'auto. L'intérieur des véhicules chinois est superbe. Et en plus, ils ont de belles esthétiques. Donc maintenant, ce sont des véhicules qui sont tout à fait aux standards occidentaux. Troisième chose, effectivement, ils avaient du mal à maîtriser le moteur thermique. Il y a longtemps, pour des raisons à la fois d'indépendance énergétique, mais aussi de filière industrielle, la Chine a voulu se développer dans le véhicule électrique et elle a mis en place une vraie politique dans laquelle elle a eu l'accès aux matières premières, elle a mis en place des usines de traitement des matières premières, et elle a mis en place des usines de batteries. Et aujourd'hui, 70% des batteries dans le monde sont fabriquées en Chine, à des coûts que nous ne savons pas imiter. Ce n'est pas juste un problème de coût de main-d'œuvre, c'est qu'ils ont tellement innové et peaufiné la technologie et développé les équipements, ils atteignent des rendements de production que nous ne savons pas encore atteindre ici. Et c'est ça le vrai problème. Alors, on parle des coûts de la main-d'œuvre, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la maîtrise de la filière et c'est la maîtrise des rendements. Et donc aujourd'hui, dans un véhicule dans lequel 30% de la valeur, c'est de la batterie, si vous avez un gros avantage sur le coût de la batterie, vous avez un gros avantage sur le coût des véhicules. Bon. Et donc, on est effectivement aujourd'hui dans une situation concurrentielle extrêmement difficile. Aujourd'hui, honnêtement, au salon de Shanghai, il y avait des véhicules magnifiques pour 20 000 euros. Eh bien, en France, acheter un véhicule à 20 000 euros, c'est difficile. D'accord ? Bon, donc oui, ils ont des véhicules qui sont maintenant extrêmement compétitifs et le déficit de compétitivité avec l'Europe est fort. Alors, est-ce qu'on peut le rattraper ? La réponse est oui. Mais ça suppose de se mettre au travail. Ils ont innové sur l'architecture des véhicules, il faut faire pareil. Ils ont développé des architectures électroniques et logicielles qui sont plutôt efficaces. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et surtout, il nous faut une industrie de la batterie compétitive. Mais pour ça, il faut à la fois qu'on maîtrise le procédé de fabrication actuel, mais sur le procédé de fabrication actuel, on ne sera jamais aussi bon qu'eux. C'est trop tard. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent dessus. Et donc, il faut innover. Et c'est un peu une difficulté, je trouve, à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est qu'on a arrêté d'innover dans l'industrie. Pourquoi est-ce que ce sont les Chinois qui innovent sur l'architecture d'un véhicule et pas les Américains ou les Européens? On a quand même des grands innovateurs, que ce soit les Mercedes, les Citroën, tous ces gens-là ont inventé les technologies de l'industrie automobile, et nous, on arrête d'innover. Et bien, si on arrête d'innover, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, on perd en compétitivité. Et dans la batterie, il y a plein de technologies qui sont disponibles, qui peuvent révolutionner la façon dont on fait les batteries, et donc, faisons-le. Et qu'est-ce qui empêche finalement cette innovation? C'est une bonne question. Et je me demande parfois si l'Europe n'a pas un peu oublié de travailler et de se battre. C'est sûr que un ouvrier ou un ingénieur chinois travaille plus chaque semaine qu'un ouvrier ou un ingénieur français. Et je ne pense pas que c'est une bonne situation. Alors pourquoi ? Ça, je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est un débat de société. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement perdu cet engouement, cette passion, on parlait tout à l'heure, cette passion de se battre, d'innover et de faire des choses qui réussissent. Peut-être qu'une des raisons, c'est que c'est vrai qu'en France, quand on gagne 100, on en laisse 50 aux impôts. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense honnêtement qu'il faudrait que les gens puissent garder plus du profit de leur travail. Et ça aiderait.
peut-être aussi que quelque part, on protège un peu trop les gens qui, quelque part, sont entre deux emplois. Parce que peut-être que, quelque part, il faudrait plutôt travailler sur la formation et puis l'envie d'aller faire autre chose que d'attendre. Donc il y a plein de choses comme ça qui, à mon avis, font que cette passion, hein, cette énergie de construire et de réussir, a un tout petit peu, je pense, perdu sa force de motivation. euh, je dirais en Europe en général, parce que je ne crois pas que ce soit spécifique d'un pays ou d'un autre. On parlait d'innovation. L'innovation, ça a toujours été vouloir se dépasser pour arriver à un certain confort, à quelque chose qu'on n'a pas actuellement. Est-ce que vous qui avez de la bouteille, vous voyez une différence de motivation, même au niveau des personnes qui innovent? Est-ce que à l'époque ou dans d'autres cultures, dans d'autres pays, par exemple en Chine, les personnes sont beaucoup plus travailleuses, mais aussi beaucoup plus motivées dans ce qu'ils font au quotidien? Est-ce que vous voyez vraiment, d'un point de vue culturel, au-delà de factuel, des différences sur le travail? Je pense que le moteur économique, hein, est quand même un moteur important, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de travailler pour vivre, par définition, on est quand même plus motivé, hein. Mais je pense que ça ne suffit pas. Parce que si je prends le pays qu'on connaît bien comme la France, il y a à la fois des gens motivés et des gens pas motivés. Et donc je pense qu'il y a une question d'état d'esprit, d'animation, d'enjeu collectif. Euh, Pourquoi est-ce que certains se lèvent le matin, voilà, contents d'aller et de tenter des choses nouvelles, et d'autres moins, hein. Donc ça, pour moi, je pense que c'est la vraie question de société qu'il faut se poser, hein. Mais en même temps, hein, et ça je le redis et c'est vrai pour tout le monde, je pense qu'il faut aussi permettre aux gens de profiter du fruit de leur travail, hein. Ça veut dire en garder plus et que l'État en prenne moins. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Et ça, quand on regarde les différents pays d'Europe, je pense que ça joue beaucoup. Euh, je pense aussi qu'il faut, à la limite, enfin, donner les moyens aux gens d'entreprendre lorsqu'ils le souhaitent, hein. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut facilement travailler. Le rapport Draghi parlait d'innovation. Je pense qu'il faut effectivement une meilleure politique d'innovation en Europe. Moi, je vois qu'on a en France, par exemple, des centres d'innovation, des centres de compétences. Mais au lieu de leur donner à chacun une mission privilégiée, on leur donne à chacun 10 ou 15 missions dans 10 ou 15 secteurs d'industrie différentes. Ça ne marche pas. Pourquoi on fait ça? Parce que politiquement, c'est plus facile de dire on donne à tout le monde la même chose, mais ce n'est pas ça la solution de l'innovation. La solution de l'innovation, c'est de dire je fais un pôle sur un sujet et je mets beaucoup de choses autour de ce sujet, toute la filière, dans un même endroit. Ça, c'est des choix politiques difficiles. Mais c'est comme ça que ça marche. L'innovation n'est pas un saupoudrage. Vous voyez? Et donc, je pense qu'on fait des choses qui sont bien sur le principe, mais ensuite, pour des raisons qui ne sont pas suffisamment économiques, ensuite, on en perd l'impact et on diffuse leur capacité de réussite. Je vois aujourd'hui, par exemple, on a lancé des sociétés de batteries. Très bien. On savait que ce serait difficile. Ben maintenant, on a commencé, mais on n'a pas terminé. Et on n'a pas aujourd'hui, au niveau français ou européen, les moyens de leur permettre d'arriver jusqu'au bout du trajet. Alors que quand on les a créés, on savait très bien que ça prendrait du temps. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et donc, vous êtes né avec la passion pour aller jusqu'au bout, ou vous avez appris finalement à l'avoir? Bah, écoutez, moi je suis quelqu'un qui est effectivement motivé par des résultats. C'est-à-dire que les gens qui m- qui m'expliquent tout ce qu'ils ont essayé, et puis finalement ça n'a pas marché, bon, ça va une fois, peut-être deux fois, au bout de trois fois, il y a un moment, il faut que ça marche, hein. Et donc, quelque part, je pense que dans tout projet, il y a une vision et une méthode pour la faire progresser, hein. Et donc, quelque part, j'aime bien qu'effectivement les choses aboutissent. Bah, ça arrive de temps en temps, hein, tout ne marche pas, hein, mais je pense que je suis en moyenne assez frustré quand je vois que les choses n'aboutissent pas forcément à l'endroit qui était prévu au départ, mais n'aboutissent pas à créer une vraie valeur pour tout le monde. Voilà.
Vous préférez vous engager pleinement que le saupoudrage et dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez beaucoup d'activités annexes, peut-être des sports, des loisirs, de la culture qui vous intéressent et comment vous maniez votre vie personnelle et professionnelle? Ouais. Alors, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail à temps plein au BCG pour en faire plutôt à mi-temps, euh, la question qu'on m'a posée, c'est bon, et donc, qu'est-ce que tu vas commencer? Quels vont être tes hobbies? Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais rien à commencer que je n'avais pas déjà commencé. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'activités avec passion et avec beaucoup de plaisir. Donc, j'ai toujours à la fois beaucoup travaillé, mais j'ai toujours passé beaucoup de temps avec ma famille. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'adore la plongée, la voile, le ski. Voilà, j'ai traversé avec mon fils l'Atlantique l'an dernier. Voilà, on est parti des Canaries pour aller jusqu'à Antigua et on s'était promis, j'avais promis à mon fils de faire ça un jour avec lui et donc voilà, on a traversé l'Atlantique ensemble. Voilà, et donc c'était fantastique. Et puis j'ai beaucoup de passion. Là. Lorsque j'étais à l'école des mines, j'avais à la fois ouvert un cabaret dans l'école des mines, qui s'appelait le Caveau des Mines, et je jouais un peu plus loin dans un café-théâtre, et j'ai toujours gardé cette passion du spectacle, de la musique, et donc à Détroit, je suis au conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Détroit, qui est un orchestre extraordinaire, hein, certainement un des 20 meilleurs orchestres dans le monde, et donc j'y suis toujours avec plaisir. Je n'ai jamais manqué un opéra à Détroit, où on a voilà, 5 opéras par an, mais depuis 20 ans que je suis à Détroit, je n'ai jamais manqué un seul opéra. Et ça m'arrive parfois de me déplacer juste pour aller voir un opéra spécial que j'ai envie de voir. Et puis, on a aidé avec mon épouse à Détroit à monter la première troupe de théâtre professionnelle de Détroit. Et ça aussi, c'est une grande passion. Alors, je ne joue pas, hein, je laisse les professionnels faire ça. Mais ça nous a permis d'ouvrir une salle de 300 places et dans laquelle il y a des représentations permanentes toute l'année. Et donc c'est voilà, une nouvelle offre pour le public de la ville de Détroit. Ensuite, lorsque vous avez une passion, est-ce qu'elle reste toujours inchangée ou est-ce que parfois vous multipliez le panel de passions, vous vous engagez sur une nouvelle et puis Alors, délaissez l'ancienne ou est-ce que c'est toujours le même feu c'est pas que excitant? je crois que je suis très fidèle. Ouais. Je suis très fidèle. Ouais. Fidèle à mes valeurs. Quand j'ai commencé quelque chose, c'est rare que je l'arrête. J'ai du mal à m'en séparer. Et donc, j'ai plutôt tendance à en rajouter euh, qu'à en remplacer. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que voilà, enfin, j'ai commencé à l'école des mines en organisant des spectacles, et finalement, 20 ou 30 ans plus tard, à Détroit, je me retrouve finalement avec la même. Vous voyez, ça m'a jamais quitté. Voilà. Non, non, donc en général, je continue les choses que j'ai commencées. Alors ça, c'est à la fois une force et une faiblesse, hein. C'est sûr que ça finit par remplir les journées. Vous avez toujours du temps? Vous trouvez toujours du temps pour faire tout ce que vous voulez faire? Ou des fois, enfin, comment vous accumulez autant? Vous dormez de moins en moins avec les années? Alors, Vous avez pas beaucoup de cernes pourtant. non, je fais le contraire. Non, je dois dire que lorsque j'étais au BCG, j'avais tendance à faire des nuits relativement courtes. Euh, bon, et c'est le gros avantage que j'ai maintenant, c'est que maintenant que j'ai réorganisé un tout petit peu quand même mes centres d'intérêt, je fais des nuits plus normales. Voilà. Mais le temps, honnêtement, enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est une notion extensible. Hein. C'est comme de savoir si on a de l'amour pour 2 enfants ou pour 4 enfants ou pour 5 enfants, on a de l'amour pour tous les enfants. Et je pense que quand on aime, on compte beaucoup moins. On me demande parfois d'ailleurs si j'ai pas l'impression de trop travailler. Moi, ma réponse, c'est que quand on a la chance d'avoir des activités professionnelles qu'on adore, euh, bah, quelque part, plus on en fait, plus on s'amuse. Hein. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Jim Farley, hein, qui est l'actuel patron de Ford, et on lui demandait comment il réfléchissait à son work-life balance. Et il a dit, mais moi, je n'ai qu'une vie. Je n'ai pas une vie de famille et je n'ai pas une vie professionnelle. J'ai qu'une vie. Et donc, pour moi, l'équilibre entre les deux ne veut rien dire. Voilà. C'est une seule unité. Et pour moi, c'est un peu comme ça aussi. Voilà. Je trouve que tout est passion et tout peut être plaisir.
Mhm. Donc pour reboucler finalement avec le commencement de cette interview, comment voyez-vous l'évolution du métier d'ingénieur dans la société? Est-ce que c'est toujours le même que lorsque vous avez commencé, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement parce que le monde évolue beaucoup, etc. Et puis peut-être que c'est aussi différent à différentes échelles au niveau de certaines parties du monde. Hmm. Ben, je pense que euh, le concept de l'ingénieur à la française est un concept très puissant. Et probablement d'ailleurs qu'on n'exploite pas suffisamment et enfin, je suis pas sûr qu'on en ait suffisamment conscience en France et qu'on n'en fait pas suffisamment. Parce que je me rends compte qu'il y a peu de problèmes qui soient purement techniques et scientifiques. Hein. D'une façon générale, il faut arriver à marier la technique et la science, les gens qui vont travailler dessus, et ensuite les aspects business et économiques. Et je pense que ce qui est difficile, c'est de faire le pont entre toutes ces choses-là. Et les grandes réussites industrielles, d'une façon générale, sont des situations dans lesquelles on a réussi à mettre tout ça en face. Par exemple, je vais prendre comme exemple Tesla. Moi, j'ai toujours pensé que Tesla réussirait sur le plan technique et échouerait sur le plan financier. Quand je regardais les chiffres de Tesla, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai toujours pensé qu'il ferait faillite avant de réussir. Eh bien, ce qu'a fait Elon Musk, c'est à la fois un projet technique, mais il a réussi à le financer jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça devient profitable et où ça fonctionne. Et je pense que l'ingénieur français est particulièrement bien placé pour ça. Alors, il faut peut-être parfois renforcer un tout petit peu sa connaissance de l'économie et sa connaissance de la stratégie d'entreprise, hein, mais je pense que c'est un profil assez unique pour justement faire évoluer la société, mais ça veut dire aussi faire évoluer les hommes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste d'avoir des projets techniques, il faut sortir de la bulle, et sortir de la bulle, ça veut dire effectivement entraîner les équipes. Bien, je pense que ça résume un peu la trajectoire des mines de Nancy qui se veut former des ingénieurs scientifiques à tendance humaniste tournés vers le monde. Finalement, c'est un peu votre carrière, c'est un peu ce qui vous représente. Est-ce que vous considérez que ce rôle vraiment humain peut se suffire par le diplôme d'ingénieur en tant que tel? Est-ce que vous y avez un peu répondu, mais pour vous, le MBA est vraiment un atout fort qui aujourd'hui est obligatoire pour partir dans des sujets qui vont plus être stratégie d'entreprise? Je pense que, enfin, là vraiment, enfin, je pense que ça dépend complètement du cursus de l'école d'ingénieur. Hein. Est-ce qu'on peut donner à l'ingénieur, dans son cursus d'ingénieur, les bases fondamentales pour qu'il puisse se passer un MBA? Je pense que oui. Parce que de toute façon, enfin quand même, il n'y a rien à faire. Une bonne gestion de projet ou d'entreprise, ça passe quand même par les mathématiques et la logique. Hein. Ça, et pour moi, là j'insiste, c'est l'aspect système des choses. Hein. Travailler sur l'optimisation d'un bout, c'est relativement facile. Avoir une vision système, c'est beaucoup plus compliqué. Bon. Et donc, à partir du moment où on est ingénieur d'une bonne école en France, on a ces bases, hein, de compétences qui permettent de développer autre chose. Bon. Donc, à partir du moment où on a ça, on pourrait très bien, dans une école d'ingénieur, hein, donner les formations complémentaires qui permettent d'avoir cette compréhension des mécanismes du business et de comment on réfléchit à bâtir un succès qui n'est pas que technique, mais qui est aussi économique. Il nous faut les deux. Bon. Donc je pense que c'est possible. Bon, maintenant, ensuite, c'est un peu le choix de chacun. Hein. Je pense qu'il faut aussi, voilà, la diversité, c'est bien. Moi, j'ai toujours pensé que je ferais un MBA un jour, même quand j'étais à l'école des mines. Bon, je l'ai fait. Voilà, et ça fait partie des plaisirs personnels, des évolutions personnelles, de rencontrer aussi d'autres personnes. Enfin voilà, je pense que, enfin, hein, je pense que le changement fait à la fois partie du succès, mais fait partie de la vie quand même. Hein. Je suis plutôt favorable, hein, aux épisodes différents dans la vie. Bon, et le MBA en est un, comme d'autres. Et en parlant de changement, s'il fallait changer une chose au niveau de votre carrière, de votre vie, que- qu'est-ce que ça serait? Eh ben, je crois que, enfin, c'est difficile à dire, mais
je pense que je serais prêt à prendre encore un peu plus de risques. Si j'avais vraiment, j'en ai pris quelques-uns, sans jamais, enfin, j'ai jamais eu le sentiment de prendre des risques, hein. Mais vu de l'extérieur, on pourrait penser que j'en ai pris. Et si je devais changer quelque chose, j'en prendrais plus. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Oui, En plus, très bien. vous devez partir, donc on va pas vous retenir trop tard. Mais je vous remercie grandement, Mathieu, merci aussi infiniment. pour cet échange et ça fut un plaisir de notre côté. Bon, ben, merci à vous et puis bonne continuation, hein. Merci.